Chapitre 7. Une triste histoire. Pour se reposer des fatigues de la fête, M. Patisseau conçut le projet de passer tranquillement le dimanche suivant, assis quelque part en face de la nature. Voulant avoir un large horizon, il choisit la terrasse de Saint-Germain. Il se mit en route seulement après son déjeuner, et lorsqu'il eut visité le musée préhistorique pour l'acquit de sa conscience, car il n'y comprit rien du tout, il resta frappé d'admiration devant cette promenade démesurée d'où l'on découvre au loin Paris, toute la région environnante, toutes les plaines, tous les villages, des bois, des étangs, des villes même, et ce grand serpent bleuâtre, aux ondulations sans nombre, ce fleuve adorable et doux qui passe au cœur de la France, la Seine. Dans des lointains que des vapeurs légères bleuissaient, à des distances incalculables, il distinguait de petits pays comme des taches blanches au versant des coteaux verts. Et songeant que là-bas, sur ces points presque invisibles, des hommes comme lui vivaient, souffraient, travaillaient, il réfléchit pour la première fois à la petitesse du monde. Il se dit que, dans les espaces, d'autres points plus imperceptibles encore, des univers plus grands que le nôtre cependant, devaient porter des races peut-être plus parfaites. Mais un vertige le prit devant l'étendue, et il cessa de penser à ces choses qui lui troublaient la tête. Alors il suivit la terrasse à petits pas, dans toute sa largeur, un peu alangui, comme courbaturé par des réflexions trop lourdes. Alors qu'il fut au bout, il s'assit sur un banc. Un monsieur s'y trouvait déjà, les deux mains croisées sur sa canne et le menton sur ses mains, dans l'attitude d'une méditation profonde. Mais Patisseau appartenait à la race de ceux qui ne peuvent passer 3 secondes à côté de leur semblable sans lui adresser la parole. Il contempla d'abord son voisin, tout sauta, puis tout à coup « Pourriez-vous, monsieur, me dire le nom du village que j'aperçois là-bas » Le monsieur releva la tête et, d'une voix triste, « C'est Sartrouville. » Puis il se tut. Alors Patisseau, contemplant l'immense perspective de la terrasse ombragée d'arbres séculaires, sentant en ses poumons le grand souffle de la forêt qui bruissait derrière lui, rajeuni par les effluves printaniers des bois et des larges campagnes, eut un petit rire saccadé et, l'œil vif, « Voici des beaux ombrages pour des amoureux. » Son voisin se tourna vers lui avec un air désespéré. « Si j'étais amoureux, monsieur, je me jetterais dans la rivière. » Patisseau, ne partageant point cet avis, protesta. « Eh bé, vous en parlez à votre aise. Et pourquoi ça ?»« Parce que cela m'a déjà coûté trop cher pour recommencer. » L'employé fit une grimace de joie en répondant « Tiens, si vous avez fait des folies, ça coûte toujours cher. » Mais l'autre soupira avec mélancolie. « Non, monsieur, je n'en ai pas fait. J'ai été desservi par les événements. Voilà tout. » Patisseau, qui flairait une bonne histoire, continua. « Nous ne pouvons pourtant pas vivre comme les curés. Ça n'est pas dans la nature. » Alors le bonhomme leva les yeux au ciel, lamentablement. « C'est vrai, monsieur. Mais si les prêtres étaient des hommes comme les autres, mes malheurs ne seraient pas arrivés. Je suis ennemi du célibat ecclésiastique, moi, monsieur, et j'ai mes raisons pour ça. » Patisseau, vivement intéressé, insista. « Serait-il indiscret de vous demander... » ?»« Mon Dieu, non. Voici mon histoire. Je suis normand, monsieur. Mon père était meunier à Darnétal, près de Rouen. Et quand il est mort,
Nous sommes restés tout enfants, mon frère et moi, à la charge de notre oncle, un bon gros curé cauchois. Il nous éleva, monsieur, fit notre éducation, puis nous envoya tous les deux à Paris chercher une situation convenable. Mon frère avait 21 ans et moi j'en prenais 22. Nous nous étions installés par économie dans le même logement et nous y vivions tranquilles, lorsqu'advint l'aventure que je vais vous raconter. Un soir, comme je rentrais chez moi, je fis la rencontre sur le trottoir d'une jeune dame qui me plut beaucoup. Elle répondait à tous mes goûts, un peu forte, monsieur, et l'air bon enfant. Je n'osais pas lui parler, bien entendu, mais je lui adressai un regard significatif. Le lendemain, je la retrouvai à la même place. Alors, comme j'étais timide, je fis un salut seulement. Elle y répondit par un petit sourire, et le jour d'après, je l'abordai. Elle s'appelait Victorine, et elle travaillait à la couture dans un magasin de confection. Je sentis bien tout de suite que mon cœur était pris. Je lui dis « Mademoiselle, il me semble que je ne pourrai plus vivre loin de vous. » Elle baissa les yeux sans répondre. Alors je lui saisis la main, et je sentis qu'elle serrait la mienne. J'étais pincé, monsieur, mais je ne savais comment m'y prendre, à cause de mon frère. Ma foi, je me décidai à tout lui dire, quand il ouvrit la bouche le premier. Il était amoureux de son côté. Alors il fut convenu qu'on prendrait un autre logement, mais qu'on n'en soufflerait mot à notre bon oncle, qui adresserait toujours ses lettres à mon domicile. Ainsi fut fait. Et, 8 jours plus tard, Victorine pendait la crémaillère chez moi. On y fit un petit dîner où mon frère amena sa connaissance, et le soir, quand mon ami eut tout rangé, nous prîmes définitivement possession de notre logis. Nous dormions peut-être depuis 1 heure, quand un violent coup de sonnette m'éveilla. Je regarde la pendule, 3 heures du matin. Je passe ma culotte et je me précipite vers la porte en me disant « C'est un malheur, bien sûr ». C'était mon oncle, monsieur. Il avait sa douillette de voyage et sa valise à la main. « Oui, c'est moi, mon garçon. Je viens de surprendre et passer quelques jours à Paris. Monseigneur m'a donné congé. » Il m'embrasse sur les 2 joues, entre, ferme la porte. J'étais plus mort que vif, monsieur. Mais comme il allait pénétrer dans ma chambre, je lui sautai presque au collet. « Non, pas par là, mon oncle. Par ici, par ici. » Et je le fis entrer dans la salle à manger. Voyez-vous ma situation? Que faire? Il me dit « Et ton frère, il dort? Va donc l'éveiller. » Je balbutiai. « Non, mon oncle, il a été obligé de passer la nuit au magasin pour une commande urgente. » Mon oncle se frotta les mains. « Alors, ça va, la besogne ?» Mais une idée me venait. « Vous devez avoir faim, mon oncle, après ce voyage. »« Ma foi, c'est vrai, je casserais bien une petite croûte. » Je me précipite sur l'armoire, j'avais les restes du dîner, et c'était une rude fourchette que mon oncle, un vrai curé normand, capable de manger 12 heures de suite. Je sors un morceau de bœuf pour faire durer le temps, car je savais bien qu'il ne l'aimait pas. Puis, lorsqu'il en eut suffisamment mangé, j'apportai les restes d'un poulet, un pâté presque tout entier, une salade de pommes de terre, 3 pots de crème et du vin fin que j'avais mis de côté pour le lendemain. Ah, monsieur, il faillit tomber à la renverse. Nom d'un petit bonhomme, quel garde-manger! Et je le bourre, monsieur, je le bourre. Il ne résistait pas, d'ailleurs. On disait dans le pays qu'il aurait avalé un troupeau de bœufs. Lorsqu'il eut tout dévoré, il était 5 heures du matin. Je me sentais sur des charbons ardents. Je traînai encore 1 heure avec le café et toutes les rincettes. Mais il se leva à la fin. « Voyons ton logement, dit-il. »
J'étais perdu, et je le suivais en songeant à me jeter par la fenêtre. En entrant dans la chambre, prêt à m'évanouir, attendant néanmoins, je ne sais quel hasard, une suprême espérance me fit bondir le cœur. La brave fille avait fermé les rideaux du lit. Ah, s'il pouvait ne pas les ouvrir. Et hélas, monsieur, il s'en approche tout de suite, sa bougie à la main, et d'un seul coup il les relève. Il faisait chaud, nous avions retiré les couvertures, et il ne restait que le drap qu'elle tenait fermé sur sa tête. Mais on voyait, monsieur, on voyait des contours. Je tremblais de tous mes membres, avec la gorge serrée, suffocant. Alors mon oncle se tourna vers moi, riant jusqu'aux oreilles, si bien que je faillis sauter au plafond de stupéfaction. « Oh, 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 mon farceur !» dit-il. « Tu n'as pas voulu réveiller ton frère. Eh bien, tu vas voir comment je le réveille, moi. » Et je vis sa main, sa grosse main de paysan qui se levait, et pendant qu'il étouffait de rire, elle retomba comme le tonnerre sur les contours qu'on voyait, monsieur. Il y eut un cri terrible dans le lit, et puis, comme une tempête sous le drap, ça remuait, elle ne pouvait pas se dégager. Enfin, elle apparut, presque tout entière, d'un seul coup, avec des yeux comme des lanternes, et elle regardait mon oncle qui s'éloignait à reculons, la bouche ouverte, et soufflant, monsieur, comme s'il allait se trouver mal. Alors, je perdis tout à fait la tête, et je m'enfuis. J'errai pendant 6 jours, monsieur, n'osant pas rentrer chez moi. Enfin, quand je m'enhardis à revenir, il n'y avait plus personne. Patisseau, qu'un grand rire secouait, lâcha un « Je le crois bien !» qui fit taire son voisin. Mais au bout d'une seconde, le bonhomme reprit. Je n'ai jamais revu mon oncle, qui m'a déshérité. Persuadé que je profitais des absences de mon frère pour exécuter mes farces. Je n'ai jamais revu Victorine. Toute ma famille m'a tourné le dos, et mon frère lui-même, qui a profité de la situation, puisqu'il a touché 100 000 francs à la mort de mon oncle, semble me considérer comme un vieux libertin. Et cependant, monsieur, je vous jure que, depuis ce moment, et jamais, il y a, voyez-vous, des minutes qu'on n'oublie pas. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Patisseau. L'autre, d'un large coup d'œil, parcourut l'horizon, comme s'il eût craint d'être entendu par quelque oreille inconnue, puis il murmura avec une terreur dans la voix « Je fuis les femmes, monsieur.